Il y a très peu, le 20 juillet 2026, ça faisait exactement 50 ans que Viking 1 s'était posé sur Mars. C'était la première mission à chercher de la vie sur une autre planète. La réponse devait arriver en quelques mois, mais 50 ans plus tard, on débat encore. Et ce qui rend ce débat passionnant, c'est que Mars n'a jamais fait autant parler qu'en ce moment. À l'occasion de ses 50 ans, c'était l'occasion de ressortir le livre de Hubert Reeves, Poussière d'étoiles, donc une référence pour ceux qui aiment l'astronomie. Les chercheurs qui travaillent sur la planète rouge sont en ébullition depuis quelques semaines. En quelques mois, on a accumulé plus de découvertes sur cette planète que durant certaines décennies entières. Géologie, atmosphère, chimie organique, anomalies de surface, tout y passe. Et bien sûr, l'IA joue un rôle là-dedans, et pas qu'un petit. On va le voir tout au long de cette vidéo. Vous savez, certaines de ces découvertes remettent en question des certitudes qu'on traîne depuis les années 70. Je vous préviens, à la fin de cette vidéo, on va arriver sur quelque chose que personne n'a encore résolu. La réponse existe peut-être déjà, mais personne ne va la chercher. Juste avant de continuer, un truc très rapide. On approche des 300 000 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup pour tout ce soutien. C'est un cap que je n'aurais jamais cru possible il y a un an déjà. Si vous regardez régulièrement, vérifiez juste que vous êtes bien abonné. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et c'est exactement ce qui me permet de garder tout ça en accès libre et de continuer à l'améliorer chaque semaine. On a aussi une newsletter quotidienne gratuite où vous recevez chaque jour les infos IA ou technologiques à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Alors, commençons par le sol sur Mars. Parce que cette planète a un talent particulier pour fabriquer des rochers qui ressemblent à tout sauf des rochers. Prenez cette pyramide triangulaire repérée dans la région de Kandor-Chasma. Officiellement, c'est un relief résiduel sculpté par des millions d'années d'érosion. Officieusement, à chaque fois que l'image ressort sur les réseaux sociaux, tout le monde y voit une construction extraterrestre. C'est devenu presque un rituel à ce stade. Le truc, c'est que quand on prend du recul et qu'on regarde autour de cette pyramide, le paysage est rempli de formes géométriques comparables. Des bosses, des arêtes, des structures angulaires presque parfaites. Ce n'est pas une anomalie isolée, c'est le résultat d'une érosion extrêmement complexe qui a travaillé cette roche pendant des milliards d'années. Plus étrange encore, Curiosity a récemment photographié des structures en nid d'abeilles sur la surface martienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Curiosity ne se contente plus de suivre les ordres qu'on lui envoie depuis la Terre. Depuis une mise à jour logicielle en 2025, le rover décide en partie tout seul ce qui mérite d'être photographié ou pas et il l'analyse en priorité. C'est de l'IA qui traite et qui décide directement sur Mars. Ici, elle a bien choisi, elle est allée vers des motifs hexagonaux réguliers, presque organiques, comme des écailles de dragon incrustées dans de la roche. Mais vous allez voir que l'explication elle est bien plus intéressante que prévu. Sur Terre, ce type de formation-là apparaît quand un sol passe par des cycles répétés de saturation et de séchage, ou alors de gel et de dégel. Ce qui veut dire une chose très simple, Mars n'a pas toujours été ce désert sec et figé que l'on voit sur les photos. Ces motifs sont la preuve fossilisée d'un cycle humide, de l'eau qui venait, qui partait, qui revenait. Pas une fois, mais des centaines de fois, peut-être des milliers. C'est un indice énorme pour la suite, parce que ces anomalies de surface ne sont que la partie visible. Sous la croûte, Mars cache des choses qu'elle ne devrait pas contenir, comme du grenat par exemple. Encore une fois, sur Terre, ce minéral se forme sous des conditions de chaleur et de pression extrêmes, en général grâce à la tectonique des plaques. Sauf que Mars n'a pas de tectonique des plaques. Pas de plaques qui bougent, donc pas de subduction, donc pas de recyclage de croûte. Vous voyez, le grenat n'a rien à faire là. Pourtant, il a bien été identifié. Alors, soit Mars a subi un impact assez violent pour reproduire ces conditions, soit elle a développé une géologie que personne ne comprend encore. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont publié fin juin dans Nature Astronomy une étude qui penche vers la deuxième hypothèse justement. En reprenant les données de la mission InSight, ils ont découvert qu'à environ 24 km sous la surface, la composition de la roche change brutalement, comme si Mars avait 2 étages géologiques bien distincts. Or, ce genre de structure sur Terre, ça ne se forme que d'une seule manière. Il faut que des océans entiers de magma aient existé longtemps sous la croûte. Assez longtemps pour que les matériaux lourds coulent vers le fond et que les plus légers remontent. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous, Sauf que chez nous, je vous le disais, c'est la tectonique des plaques qui rend tout cela possible. Mars n'a donc pas de tectonique, mais elle a quand même produit le même résultat.
Ça remet pas mal de choses en question, surtout sur la partie qu'on croyait savoir sur ce qui rend une planète rocheuse habitable ou pas. Parce que c'est la question de fond au final. Mars était-elle habitable? Et si oui, a-t-elle abrité de la vie? Côté chimie, les indices s'accumulent d'une manière presque embarrassante. Dans le cratère Gale par exemple, le robot Curiosity a identifié plus de 20 molécules organiques dans des échantillons de roches, dont ce qu'on appelle des hétérocycles azotés, qui sont des précurseurs directs de l'ADN et de l'ARN, préservés dans de la roche depuis plus de 3 milliards d'années. Ce n'est pas de la vie, attention, mais ce sont des briques avec lesquelles la vie se construit. De l'autre côté de la planète, à plus de 3500 km de là, le rover Perseverance a aussi trouvé autre chose. Dans une formation appelée le Bright Angel, à l'intérieur du cratère, son instrument Sherlock a détecté du carbone macromoléculaire. Pour faire simple, ce sont de grandes chaînes de carbone complexes, le type exact qu'on retrouve sur Terre, dans des roches extrêmement anciennes, qui contiennent des traces fossilisées de vie microbienne. C'est la première détection de ce type directement sur la surface rocheuse de Mars. Pas un point isolé non plus. En balayant la zone au laser ultraviolet, l'instrument a généré des centaines de détections organiques. C'est le genre de volume de données qu'on ne peut plus traiter sans algorithme et sans IA. Plus troublant encore, l'une de ces roches analysées, donc le Cheyava Falls, contient des taches étranges. Des petits blobs cernés de bords sombres, enrichis en phosphate et en sulfate de fer. Sur Terre, quand on voit cette signature minérale-là, c'est en général le produit d'une activité microbienne dans des sédiments humides. Les bactéries laissent ce genre de marque ici, quand elles tirent leur énergie des réactions chimiques souterraines. Sur Mars, on ne sait pas encore. La NASA parle de biosignatures possibles, pas confirmées, mais possibles. C'est suffisamment crédible pour que la communauté scientifique entière retienne son souffle maintenant. Ce qui change vraiment la donne, c'est que Curiosity et Perseverance ont trouvé ces mêmes types de molécules à 2 endroits séparés par plus de 3500 km. C'est comme si vous retrouviez la même empreinte chimique à Paris et à Pékin, par exemple. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène local. C'est pas un truc coincé dans un seul lac ou une météorite tombée à un endroit donné. C'était partout. Donc résumons où est-ce qu'on en est. La géologie de Mars, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Les briques chimiques de la vie sont partout. Une roche contient même une biosignature possible. Tout pointe dans la même direction. Mais pour que la vie apparaisse et survive, il faut plus que de la chimie bien sûr. Il faut un environnement qui tienne debout. C'est là que ça se complique car de ce côté-là, Mars a un défaut structurel majeur. Et c'est qu'elle perd son atmosphère en permanence. Et ce depuis des milliards d'années. L'orbiteur de la NASA, qui s'appelle le Maven, a passé plus de 11 ans à étudier comment Mars perd son atmosphère. Juste avant qu'on perde son signal, ces données ont révélé quelque chose qu'on n'avait jamais observé ailleurs que sur Terre. Un effet appelé le Swan-Wolf. En gros, les particules chargées du vent solaire arrivent sur Mars et compriment l'atmosphère à travers des tubes magnétiques. Le résultat ressemble à ce qui se passe quand vous pressez un tube de dentifrice par exemple. La matière est expulsée sous pression à travers un conduit étroit. Personne ne pensait que ça pouvait se produire dans une atmosphère aussi fine que celle de Mars. Il a fallu qu'une tempête solaire massive l'amplifie suffisamment pour que le Maven le détecte. Ce que ça nous apprend, c'est que le vent solaire ne grignote pas l'atmosphère martienne. Il la comprime et la vide, de manière bien plus agressive qu'on ne l'avait modélisé. Alors le Maven ne transmet plus depuis décembre 2025. La sonde elle est entrée en rotation incontrôlée en fait, on a perdu son contrôle. Et la NASA a officiellement déclaré la mission terminée en juin 2026, donc le mois dernier. Mais ce qu'elle nous a laissé, c'est la preuve que Mars se fait dépouiller par le Soleil en permanence. Ce n'est pas que l'atmosphère, c'est tout le système qui s'effondre au ralenti. Les vents de surface sont bien plus violents que ce qu'on modélisait. En faisant tourner un réseau de neurones, donc c'est-à-dire une IA spécialement entraînée sur 20 ans d'images satellites, des chercheurs ont cartographié plus d'1 millier de mini-tornades de poussière, dont certaines soufflent à 160 km/h. Aucun humain n'aurait pu éplucher ce volume d'images à la main. Ce qui a été découvert, c'est que ces tempêtes recouvrent les surfaces, ils érodent les roches, redistribuent la chimie du sol. Si des traces biologiques existent quelque part, elles sont probablement enterrées depuis des millions d'années. L'eau, c'est pareil, Mars en avait énormément, on le sait maintenant grâce aux dépôts de glace à l'intérieur de certains cratères. Ces couches de glace fonctionnent un peu comme les cernes d'un arbre. Elles enregistrent le climat passé de la planète. Ce qu'elles montrent, c'est que Mars a traversé plusieurs âges glaciaires à répétition, parce que son axe de rotation donc n'est pas stable comme le nôtre. Nous, on a la Lune qui maintient la Terre bien droite. Mars n'a pas ce stabilisateur. Alors son axe oscille, et à chaque oscillation, il y a un peu moins de glace qu'à la fois d'avant.
Mars perd donc son eau goutte à goutte aussi depuis des centaines de millions d'années. Et il y a une semaine, une étude publiée dans The Planetary Science Journal a ajouté la pièce qu'il manquait à tout cela. Il y a environ 800 millions d'années, un astéroïde géant s'est fragmenté dans la ceinture principale, juste à côté d'un point de gravité contrôlé par Jupiter. Les débris ont été catapultés vers l'intérieur du système solaire, et pendant 150 millions d'années, une pluie d'impacts a frappé la Terre, la Lune et même Mars. Sur Mars, ces impacts auraient provoqué des tremblements massifs et relancé l'activité volcanique. C'est exactement la période où les archives glaciaires montrent que l'assèchement s'est accéléré. Atmosphère arrachée par le vent solaire, eau absorbée par les roches ou dispersée dans l'espace. Surface balayée par des tempêtes permanentes, donc tout ce qui aurait pu protéger la vie a disparu. Mars était un monde d'eau, il n'en reste que des traces. Donc voilà où on en est 50 ans après le Viking 1, la première mission sur Mars. On sait que Mars avait de l'eau, on sait qu'elle avait une géologie capable de produire de la chaleur interne, on sait que les briques chimiques de la vie étaient répandues sur toute la planète. On a même trouvé une roche avec une possible biosignature microbienne. C'est le faisceau d'indices le plus solide jamais réuni sur la possibilité d'une vie passée sur une autre planète. Du carbone complexe, des signatures minérales compatibles avec une activité biologique, ainsi que des preuves d'eau partout. Perseverance a même collecté plus de 30 échantillons de roches qui sont scellés dans des tubes là-haut sur Mars, prêts à être ramenés sur Terre pour analyser dans nos meilleurs laboratoires. La réponse est peut-être littéralement déjà enfermée dans un tube posé sur le sol martien dans le robot en ce moment même. Le problème, c'est que personne ne va les chercher. Le programme Mars Sample Return de la NASA a été annulé début 2026, trop cher pour eux. La Chine pourrait tenter sa propre mission de retour d'échantillons dès 2028, mais elle n'ira pas récupérer les tubes de Persévérance bien sûr, elle collectera les siens ailleurs. Donc on est dans cette situation absurde où la réponse à la plus grande question scientifique de l'histoire de l'humanité, à savoir est-ce qu'on est seul dans l'univers, est peut-être déjà récoltée, déjà scellée, déjà prête là-haut, mais elle attend juste que quelqu'un vienne la chercher. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui accélèrent tout ça. C'est une IA qui analyse les données satellitaires pour repérer les biosignatures. C'est une IA qui planifie les trajets de Persévérance sans attendre d'instructions depuis la Terre. Le rover conduit déjà tout seul sur Mars grâce à un système de vision artificielle. La prochaine grande découverte à propos de Mars sera probablement faite par une IA, avant d'être confirmée par un humain bien sûr. Si ce genre d'outil vous fascine, pas seulement dans l'espace mais dans tous les domaines où ça change les règles du jeu, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.